George Lucas est maintenant à l'hôpital. Il était tellement stressé qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Il porte tout le poids du monde et de la galaxie sur ses épaules. Et le budget risque de tomber sous le couperet. Ils lui ont dit « Finis le travail ou on arrête le film ». Devant tous ces ennuis débilitants, tout le monde baisserait les bras. Mais George Lucas tient à son épopée intergalactique. Et il n'y a qu'une chose qui lui permet de garder espoir. The Force? Il s'agit en fait de quelque chose d'encore plus mystérieux que ça. Il a dit, pas de souci, on va s'en occuper en post-production. Exactement. C'est dans l'univers de la post-production et du montage que George met toute sa foi. Le montage a toujours été ce que George préférait. Il est très habile. Mais il y a une autre personne qui est encore plus habile que lui dans ce domaine. Sa femme, Marsha, lauréate d'un prix. Marsha était sa complice. C'était l'univers de George. C'était sa vision et ses idées. C'est lui qui réalisait, mais elle était son inspiration. Elle l'encourageait et elle a été à ses côtés à toutes les étapes. Soudain, nous, les non-conformistes, faisions plein de films à succès. Marsha a eu une énorme influence sur George. En fait, elle en a eu beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer. On a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, mais on a surtout créé quelque chose de vraiment spécial. On pourrait même dire que la Force a joué un grand rôle dans cette histoire. La guerre des étoiles, un nouvel espoir, devient de plus en plus désespérant pour George Lucas à bout de ressources. La Fox l'embêtait constamment. Et ça le contrariait. Et celui qui est censé le soutenir semble l'avoir déserté. How could I be so stupid? He's nowhere in sight. Il croyait que Gary l'avait laissé tomber. Le calendrier est ultra serré, le budget est largement dépassé et l'équipe est près de la mutinerie. Ça va mal pour Gary. Gary Kurtz avait régi la production, et George était d'avis qu'il n'avait pas géré l'équipe anglaise comme il aurait dû le faire. Il s'attendait à ce qu'il serve d'intermédiaire entre lui et l'équipe. La production colossale si prometteuse risque de subir le même sort que l'Étoile de la Mort. J'avais l'impression qu'on était toujours sur le point d'éclater. Que tout le projet ne menait à rien. Pendant que George l'artiste déplore l'effondrement possible de sa vision, George l'homme d'affaires doit penser à l'ensemble de l'œuvre. Ou, pour reprendre les mots de son père, « Contrôle ton propre destin ». Et dans ce cas-ci, l'ensemble de l'œuvre comprend plusieurs films. Il espérait réaliser plus de films si la guerre des étoiles était un succès. C'est ce qu'il espérait. Mais voyant ses espoirs diminuer, George doit jouer de prudence. George se disait « Si la guerre des étoiles est un fiasco, j'ignore si j'obtiendrai une suite. Je l'aurai seulement si le projet ne coûte vraiment pas cher. » Comme la guerre des étoiles est encore en production, George élabore un plan B. Ils ont engagé l'auteur de science-fiction Alan Dean Foster pour écrire un roman qui pourrait servir de base à une suite, si toutefois il y avait une suite. Le titre a été Splinter of the Mind's Eye. Le tournage de cette suite de la guerre des étoiles se ferait rapidement et à peu de frais. À peu de frais, c'est-à-dire? L'histoire se déroule sur une planète enveloppée de brouillard. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul lieu de tournage rempli de brume, réduisant le budget des décors. Ainsi que, bien sûr, celui des effets visuels. Il y avait apparemment un combat aérien, mais George a demandé de l'éliminer. Tout ça, c'était le plan B de George. Quant à son plan A, le film qu'il essayait de terminer, il avait besoin d'aide de toute urgence. Quelqu'un doit sortir un lapin de son chapeau. Et heureusement pour George Lucas, il a une magicienne à ses côtés, sa femme. Mais avant que Marsha brandisse sa baguette magique, nous devons reculer dans le temps. Il était une fois, dans les années 1950... J'ai grandi pratiquement toute seule avec une mère sur le marché du travail. Je ne crois pas qu'elle avait beaucoup d'ambition pour elle-même ni pour ses enfants. Contrairement à sa fille, qui voit une façon de s'en sortir dans l'industrie du cinéma.
J'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai d'abord été cinémathécaire, puis monteuse de film apprentie et assistante monteuse. Je gagnais 55 $ par semaine, puis j'ai découvert que les monteurs en gagnaient 400 par semaine. J'ai été époustouflée. En devenant monteuse, j'obtiendrais une sécurité financière. Mais plus je faisais du montage, plus j'aimais ce métier, et plus j'en faisais, moins je m'intéressais au salaire. J'étais passionnée. Une passion qui lui fera vivre une histoire d'amour avec un étudiant prometteur de l'Université de Californie du Sud. C'est comme ça que j'ai rencontré George. Il étudiait en cinéma. Je le trouvais charmant, mais très réservé. En fait, je lui ai dit qu'il était froid comme une pierre. Et il m'a dit qu'il me trouvait pleine d'entrain. Comme quoi, parfois les contraires s'attirent. L'élément secret qui soude ces deux personnes si différentes est leur passion commune pour le cinéma. J'adore le montage. J'adore quand ça marche. Et justement, le premier film en studio de George, Graffiti Américain, ne marche pas. Les gens du studio ont visionné Graffiti Américain. Ils ne l'ont pas aimé et ils ont dit « on ne sortira pas ». Son montage a donné un résultat, disons, à couper le souffle. Quand je monte, ça doit fonctionner. J'ai dit à George, ça fonctionne peut-être dans le scénario, mais pas dans la structure du film. Il faut combiner des scènes pour obtenir une scène complète, avec un début, un milieu et une fin. Il a dit, non, je l'ai écrit comme ça, c'est ce montage que je veux. Mais Marsha a un plan. J'ai dit, laisse-moi revoir la structure du film, ça va me prendre une journée, assieds-toi et regarde. Il a répondu, bon, d'accord. Alors on s'est assis et on a visionné le film. Et ça a fonctionné. Je pense que c'est pour ça que Martin Scorsese m'a demandé de monter son film. Il ne s'agit pas du Martin Scorsese que nous connaissons aujourd'hui. C'était son premier film en studio. Intitulé « Alice n'est plus ici ». Alice doesn't live here anymore. Pour Marsha, des noms célèbres comme Francis Ford Coppola et Steven Spielberg faisaient simplement partie de ses proches. C'était nos amis, on se fréquentait. On était tous des non-conformistes. Le talent, c'est le talent. Et il trouve une façon de s'exprimer. Aux Oscars, Marsha est citée pour le montage et Martin Scorsese remporte le prix du meilleur film. Thank you. Marsha Lucas se fait remarquer comme étant peut-être la monteuse la plus talentueuse. Les gens du milieu recherchaient sa collaboration car elle avait du flair. Elle regardait un film et pouvait vous dire comment l'améliorer. Je sentais et je savais tout de suite si ça fonctionnait. C'était naturel chez moi. Ce qui nous ramène à George. Parce que le film La Guerre des Étoiles ne fonctionne pas. Et selon la 20th Century Fox, l'équipe responsable des effets visuels ne fonctionne pas non plus. Mais soyons honnêtes, c'est peut-être juste une question de point de vue. Il y avait des problèmes de caméra et de point de vue. Il faut se rappeler qu'on créait un prototype et que les membres de l'équipe vivaient sur les lieux. Les gens du studio venaient le jour, mais on travaillait surtout la nuit. Ce n'était pas un environnement de travail traditionnel. Et le studio voyait ça d'un mauvais œil. De sorte que George angoissait. Quand il est sorti de l'hôpital, il a dit « Il faut mettre de l'ordre dans tout ça ». Après son congé de l'hôpital, George convainc l'équipe de faire un dernier effort pour terminer le film. Il garde Marsha à ses côtés, mais pas dans un rôle professionnel. Je ne monterai pas La Guerre des Étoiles. Je ne voulais pas être à l'étranger et George aimait que je passe le prendre au studio pour le ramener à la maison. Il devient de plus en plus évident que pour ce qui est des problèmes techniques, ils devront les régler en post-production. George travaillait avec un monteur britannique qui s'occupait des premiers montages des scènes qui étaient complètement tournées. Il abordait le film comme une comédie tarte à la crème. Il ne se préoccupait pas du côté humain. Mais les personnages étaient bien réels, leurs sentiments et leurs émotions aussi. Il mettait l'accent sur le cabotinage au détriment d'une performance plus nuancée. Et je n'aimais pas ça. Quand le tournage des scènes principales se termine à Londres le 16 juillet 1976, accusant un retard de 20 jours, le monteur britannique reste en Angleterre et les vacances de Marsha au studio prennent fin brusquement. J'ai repris tout le montage du début. Marsha a maintenant l'énorme tâche de refaire le montage du film de son mari.
Ce qui, par la même occasion, fait aussi monter sa pression. George a également de quoi s'occuper, car il doit réaliser une quantité phénoménale d'effets spéciaux encore inexistants. George partait tous les lundis chez ILM, où il passait la semaine. À ce moment, George jugeait que le défi n'était pas relevé et qu'il devait nous remettre à l'ordre. Après des mois de travail afin de mettre au point une technologie révolutionnaire pour créer des effets spéciaux, l'équipe de ILM reprend le temps perdu. Ce n'était pas vraiment notre faute. On créait un prototype. En gros, ils doivent réinventer la caméra. Et ils avaient un maigre budget de 2 millions de dollars. John Dykstra a trouvé le nom Industrial Light and Magic. Il a aussi trouvé celui de sa propre invention. Dykstraflex. C'est-à-dire Une caméra commandée par ordinateur qui se déplace autour de l'objet. Elle devait pouvoir faire des mouvements répétés et bouger pendant le temps d'exposition. On travaillait avec des modèles réduits très petits parce que nous avions peu d'espace. Mais dans mon esprit, c'était faisable. Pour la 20th Century Fox, c'est peut-être faisable, mais loin d'être suffisant. Ils étaient très durs avec George, pour le budget entre autres. En fait, le studio pense à une coupure radicale. Une coupure où le mot « guerre » n'aurait même plus sa place dans le titre. Ils voulaient éliminer la bataille finale. Alors, pas de fuite dans la tranchée, pas de combat aérien, et sûrement pas de cris de joie. Ils vont seulement sauver la princesse. Ils sauvent la princesse, ils sauvent la situation, et la Fox sauve les meubles. C'est tout, le film est fini. Vous imaginez terminer la guerre des étoiles avec le sauvetage de la princesse sans l'attaque de l'étoile de la mort? Il est peu probable que les gens seraient sortis du cinéma pour aller faire la file afin de revoir le film et qu'ils l'auraient encensé auprès de leurs amis. Heureusement pour les cinéphiles, George tenait mordicus à cette bataille ultime. dans cette bataille cruciale sur la bataille, George prend une décision audacieuse pour sauver son histoire. En terminant la scène de la bataille au début du montage, on ne pourrait pas l'éliminer. Décision astucieuse s'il en est une, mais qui met Marsha sur la ligne de front quant au montage déjà complexe. Man your ships, and may the force be with you. George est venu me dire « ILM a besoin du montage final de la fuite dans la tranchée. Tu peux terminer le montage de la bataille ?» J'ai répondu « On doit respecter le délai et je suis débordé avec le montage de la bataille finale. Il faut un autre monteur, s'il te plaît. » Et pourquoi pas Paul Hirsch? C'est un autre monteur. Alors Paul s'est joint à moi et aussi le monteur Richard Chu. À ce moment, Marsha était occupée à monter la bataille finale. C'était un travail monumental. Alors je suis venu prêter main forte à Richard qui refaisait le montage initial. Il réassemblait les épreuves de tournage de la première bobine. Je voulais voir la scène, mais il a dit « On n'a pas le temps, prends la bobine suivante. » Marsha voudrait que tu commences par la scène de l'encan des robots. Ils se sont assis aux côtés de nul autre que George Lucas pour regarder l'affreux montage de la scène. J'étais un peu mal à l'aise, mais j'ai dit « Ça ne me semble pas si mal. » Il a répondu « C'est vrai, mais Marsha dit que ça pourrait être mieux. » Je me suis mis au travail et j'ai dû admettre qu'elle avait raison. Cependant, certaines scènes sont littéralement renversantes. Dans cette scène, R2-D2 est aspiré. Ils l'ont laissé tomber et ils ont inversé la prise. J'ai adoré ça. Toutefois, à mesure qu'elle avance, Marsha se rend compte qu'absolument tout est à refaire, ce qui est déjà plutôt exténuant. Mais c'est surtout l'impitoyable calendrier qui les bouscule tous. Le film devait sortir la fin de semaine du Memorial Day et cette date était immuable. Ils devaient donc se dépêcher. N'ayant même pas 6 mois devant eux, les techniciens de ILM sentent la pression. Ils ne peuvent pas s'attaquer aux effets visuels de la bataille finale avant d'avoir le montage de Marsha, mais ils ont quand même de quoi s'occuper. Il est temps que ILM laisse sa marque. Et c'est précisément ce que le spécialiste de l'animation image par image, Phil Tippett, fait pour cette scène mythique. J'avais apporté une figurine du film d'animation que j'avais réalisé plus jeune. Et quand George l'a vu, ça l'a inspiré pour la scène de la partie d'échecs. Son idée initiale
était de filmer des personnes masquées sur un fond noir et de les intégrer à l'échiquier. Mais on a retravaillé le tournage et l'éclairage pendant 3 jours, et le résultat a dépassé nos attentes. On avait fait le bon choix. Let the Wookiee win. Je travaillais pour un cinéaste que nous respections tous. Il faisait un film de science-fiction avec des monstres. C'était le rêve qu'on avait depuis l'âge de 5 ans, et là, le rêve se concrétisait. Un rêve qui est loin d'être fini pour Phil Tippett, parce que pendant que Paul et Richard refont le montage du film, George commence à avoir, disons, des idées monstrueuses. George voulait enrichir la scène de la cantine. Hey, we don't serve their kind here. What? The droids. They left the wait outside. Ces images du studio d'Elstree sont tout ce que George a vu de la fameuse scène de la cantine. George trouvait que la scène manquait de punch. Les personnages n'étaient pas assez bizarres. À court de temps et d'argent, George doit se servir de sa tête. Ou de celle d'un autre. Les effets spéciaux sont inadéquats, le budget est dépassé, la production est en retard et il doit couper le 3e acte. Malgré tout ça, il est allé voir les personnes qui le menaçaient de lui couper les vivres et il leur a demandé de l'argent. George a besoin d'extraterrestres, vite, et il sait exactement à quels humains s'adresser. Je m'appelle Rick Baker et je me définis comme un maquilleur d'effets spéciaux. Rick et le créateur légendaire de mutants Phil Tippett ont tout un défi à relever. Faire le plus d'extraterrestres possible en 6 semaines. La guerre des étoiles était finie. Après le tournage en Angleterre, ils m'ont appelé. On a trouvé un petit atelier où on a commencé à fabriquer les extraterrestres. On avait peu d'argent. J'ai dit à George, on ne peut pas faire autant de personnages en si peu de temps, mais j'ai des masques qui peuvent servir. Il y avait un démon avec des cornes. Un loup-garou. Une chauve-souris. On se croirait dans une fête d'Halloween. Et dans toute fête qui se respecte, il faut des musiciens. George a eu l'idée d'un groupe de musiciens. On a trouvé que cette tête était parfaite, alors on en a fait des copies. Voilà comment on monte un groupe de musiciens mutants à peu de frais. Gary Kurtz est ravi, car tout dépassement de coût l'inquiète. Il s'occupait de l'argent, ou plutôt de l'argent qu'on n'avait pas. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi payer des acteurs? Des membres de l'équipe de Rick sont venus et ont porté des masques. Phil en a porté un dans cette scène. Il n'avait pas réalisé que les gens devaient voir et respirer. Donc, Gary Kurtz, le spécialiste de la coupe? Gary Kurtz est arrivé avec une lame de rasoir et il a fait des trous dans les masques directement sur le visage des gars. Il a raconté qu'il surveillait la lame qui se déplaçait à mesure qu'il faisait les trous. Quand on regarde la scène, on ne se doute pas qu'elle a été tournée sur 2 continents, à des mois d'écart, avec des équipes différentes. La première bestiole qu'on voit a une tête en forme d'enclume et ses yeux sont luminescents. Dans le film, quand il se tourne, on voit un bidule mécanique sur le côté de sa tête. Pendant des années, on s'est demandé ce que c'était. En fouillant dans les archives de Lucasfilm, on a découvert que c'était une lampe de poche qu'ils avaient insérée à l'arrière de sa tête. Un des gars se fait couper un bras. On a utilisé une des mains que j'avais faites pour mon personnage de démon bien avant la guerre des étoiles. C'est ce qui tombe au sol. L'idée était d'ajouter le plus de détails possible dans cette scène. Étant donné que c'est l'une des scènes les plus mythiques de la guerre des étoiles, Un Nouvel Espoir, le gars qui a dépoussiéré les masques nous révèle un petit secret. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je n'aime pas les choix de George pour les extraterrestres. Il est formidable pour choisir ses vaisseaux spatiaux, mais il l'est moins pour les mutants. On a fabriqué des personnages spécialement pour cette scène, qu'on ne voit pas à l'écran. Mais il a utilisé le masque du loup-garou. Je lui ai demandé pourquoi. Mais on n'a pas tous la même opinion sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Bon ou mauvais, plusieurs de ces pseudo-masques d'Halloween qui traînaient dans le studio de Rick Baker ont gagné en popularité au fil des ans et sont devenus des figurines en plastique reproduites en des milliers d'exemplaires. Il n'était pas censé faire ça. Je devais conserver les droits d'auteur de ces personnages, mais qu'est-ce que je pouvais faire? George avait plus d'argent que moi. Et certainement plus de jouets aussi. Mais la récréation est terminée. Star Wars coming to your galaxy.
Aux prises avec une date de sortie imminente, Marsha Lucas monte aussi rapidement que sa petite moviola le lui permet. On travaillait toujours sous une énorme pression. Il fallait livrer la marchandise. Pour terminer la bataille finale, afin que la bande de ILM fasse les effets spéciaux, Marsha part de zéro. Ou presque. Parce qu'elle bricole une séquence à partir d'une autre bataille d'une autre époque, d'un autre film. Sa référence visuelle est le film classique sur la Deuxième Guerre mondiale que George aime beaucoup, Les Briseurs de barrages. Je créais une bataille crédible à partir des images en noir et blanc. Marsha comprend ce que l'équipe de ILM doit tourner pour la bataille finale. Pendant qu'elle est occupée à monter les combats aériens et à effacer les traces du montage original. Dans les publicités à la télé, on utilise beaucoup les effacements. J'ai donc suggéré à George l'utilisation de cette technique pour les transitions dans la scène finale. Paul éprouve des problèmes d'un autre ordre à mesure qu'il refait le montage d'une autre section du film. Au début du film, pendant la bataille spatiale, Vader a capturé le vaisseau des rebelles. Il a eu un affrontement avec la princesse Leia. Et au beau milieu de cette scène, on passait à Luke qui se trouvait sur la planète Tatooine et qui se précipitait dans un endroit. Et j'essayais de faire des coupures logiques et soudain je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette scène? C'était une scène terrible. J'ai demandé à George, quel est cet endroit? C'est le repère des jeunes. You should have been there. It was fantastic. Et si on l'enlevait, est-ce qu'on en a besoin? Il a dit, d'accord, essayons. On a coupé cette scène et on ne l'a jamais revue. On l'a retirée et c'est à l'encan des robots qu'on apprend que Tatooine est habitée. De cette façon, l'introduction du personnage de Luke est beaucoup plus naturelle. Mais ce n'est que le début des bonnes idées pour Paul. On se consultait. Viens voir cette coupure. On regardait tout ce que l'autre faisait. Parce que Marsha, toujours dans le monde des tranchées profondes, se démène pour que ça fonctionne. La tâche était colossale et demandait toute son attention. Et elle doit terminer la bataille finale de toute urgence. Je suivais le scénario et dans la bataille finale, Luke traversait la tranchée 2 fois. Il est dans la tranchée, il utilise l'ordinateur et rate sa cible. Puis il y retourne. On a regardé ça et on s'est dit, non, c'est trop. Luke n'y va qu'une fois. C'est beaucoup mieux. Mais il manque encore quelque chose. Soudain, Paul a dit, il faut un compte à rebours. Et là, j'ai pensé, l'étoile de la mort devrait tirer sur la base rebelle. On avait les images de l'étoile de la mort prête à être montée quand il tire sur Alderaan, la planète de la princesse Leia. En utilisant les images tournées pour des scènes totalement différentes, Marsha crée un réel suspense. On entendait régulièrement un compte à rebours. Mais dans le film, on ne voit pas la personne qui le fait. Ça ajoutait de la tension. C'était génial. Il y avait un moment particulier sur lequel elle insistait. Elle disait, si ce moment ne marche pas, c'est tout le film qui ne marche pas. Et c'est la scène où Han sauve Luke à la dernière minute. Si ce moment ne fonctionne pas, c'est foutu. Marsha a en effet sauvé l'univers. Et espérons-le, la fin de la guerre des étoiles. Reste maintenant à savoir si George Lucas et John Dykstra réussiront à terminer les effets spéciaux à temps et sans s'entre-déchirer. Le montage de la scène finale étant enfin bouclé, c'est au tour de l'équipe de ILM de sentir la pression car elle doit remplir sa part du contrat. Mais George
perd espoir. On n'avait pas pu fournir assez de matériel à George, et cela a occasionné énormément de stress. À cause de ce stress, une tension se développe entre le réalisateur et le superviseur des effets visuels. George n'approuvait carrément pas mon style de gestion. Il aurait aimé sortir son fouet quand il en sentait le besoin, mais ce n'est pas lui qui avait le fouet. C'est moi. Les autres s'en remettaient à moi. C'était frustrant pour lui parce qu'il ne savait pas comment la machine fonctionnait. À ce stade, George Lucas n'est même pas certain que son film va fonctionner. That isn't very reassuring. Pour le savoir, en février 1977, à peine quelques mois avant la sortie de La Guerre des Étoiles prévue à la fin du mois de mai, Lucas est prêt à présenter son film encore inachevé à quelques amis sûrs, qui s'avèrent être l'élite du cinéma américain. On avait une salle de projection à l'arrière de la maison. On a visionné le film pour voir si l'ensemble fonctionnait. Les réalisateurs les plus estimés de Hollywood sont prêts à se prononcer. Steven Spielberg est là. Spielberg l'a adoré et lui a vu un bel avenir. Ainsi que Brian De Palma. Je me souviens de Brian De Palma quand il a dit de sa grosse voix « George, débarrasse-toi de cette force, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est ?» Le scepticisme de De Palma semble sortir du côté obscur. Brian De Palma était d'avis que ça lui causerait du tort et que ça tuerait sa carrière. George, débarrasse-toi de cette force. À quoi as-tu pensé? Vous voyez le genre? Don't underestimate the Force. Je suis rentré et j'ai dit, George, il ne sait pas de quoi il parle. Tu ne peux pas éliminer la force. The Force will be with you. Always. Voilà qui est réglé. Marsha a fini son contrat. On avait la copie de travail et l'étape des effets spéciaux avait commencé. Et elle est prête pour le prochain. You expect me to leave after the way you talked to me just now? Martin m'a demandé si je voulais bien l'aider pour son film. New York, New York. Toutefois, pendant que Marsha s'affaire à monter New York, New York, la voix persistante de Brian De Palma Débarrasse-toi de cette force. hante George au point de lui faire jouer du sabre laser dans le montage. George a commencé à retirer la réplique « Que la force soit avec toi ». Quand j'ai fait un autre visionnement, j'ai remarqué que la force avait disparu à certains endroits. Hey, Luke. Et il l'a enlevé dans une scène cruciale. May the Force be with you. Quand le personnage de Han Solo dit cela au jeune Luke, il prouve qu'il a plus de profondeur qu'on pourrait le croire. C'est peut-être à ce moment que Marsha est devenue la première personne de l'univers à utiliser la force. Elle a réinséré la réplique « Que la force soit avec toi ». Pour De Palma, que ce soit bien clair. De Palma n'en démordait pas. Et pour ce qui est de Steven Spielberg? I love the movie. I was probably one of the only people in the audience to like the movie. Bon, d'accord, Monsieur Spielberg. De toute façon, c'est un premier montage comprenant très peu des effets spéciaux finaux. Ils ont regardé le film qui ne contenait pas d'effets spéciaux. C'était un mélange d'images de la Deuxième Guerre mondiale en noir et blanc, un gâchis. Le visionnement est une catastrophe. Et le spectre du plan B, soit une suite de second ordre, semble de plus en plus inévitable. George Lucas s'engage dans le dernier droit avant le fil d'arrivée. Pas tout à fait certain que son film ait du sens. Mais il décide de le terminer quand même. Je pense qu'on en était aux scènes de la tranchée, où les vaisseaux se pourchassent en tirant à qui mieux mieux. On se tenait à côté des maquettes en plastique. La tranchée était juste là, sous nos yeux. Et juste en face de ces tranchées en uréthane, l'homme froid comme une pierre, comme certains l'appellent, sort de sa léthargie. Il nous a décrit la scène et on s'est tous enflammés. On s'est écrié, on s'y met tout de suite. Notre signature pour la guerre des étoiles, de mon point de vue, était l'image d'une course effrénée dans la tranchée. Le défi était de trouver comment on allait créer la séquence de la bataille. La clé de l'illusion repose sur un aspect de la perception humaine que John a découvert plus jeune. Plus on est proche du décor, plus on a l'impression de se déplacer vite. Ce qui donne une idée à John. Filmons les chasseurs dans un canyon pour obtenir l'impression de vitesse. Et c'est là que la Dykstra Flex a vraiment mis sa flexibilité à l'épreuve.
La tranchée faisait environ 60 cm de large, 60 de profond et 18 mètres de long. ILM est carrément sur le pied de guerre et filme les scènes qui remplaceront les images en noir et blanc de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pris la caméra qui était fixée à un bras. On pouvait faire descendre la caméra dans la tranchée. Et comme elle était très petite, elle s'insérait bien dans notre tranchée miniature. Mais pour donner une illusion convaincante que le vaisseau arrive dans la tranchée à partir d'un point très haut, la technique de la peinture sur cache doit être parfaitement maîtrisée. Quand on filme de loin, on utilise la peinture sur cache. L'illusion se maintient jusqu'à l'apparition délibérée du clignotement de la lumière. C'est à ce moment qu'on passe au modèle de taille moyenne et ensuite au modèle pleine grandeur. On a ensuite testé différentes vitesses pour que ça fonctionne. ILM ne perd pas de temps pour insérer les images. La ligne d'arrivée approche. Rendu à un certain point, tous les changements qu'on apporterait au film coûteraient extrêmement cher. Le film accuse des retards et le budget est dépassé, mais... Puis George nous a annoncé, il faut montrer que Vader s'est échappé. Le dernier changement apporté au film était une demande de George. Il nous a annoncé, il faut montrer que Vader s'est échappé. On a alors monté une petite séquence. Ils ont trouvé une image de Vader dans son vaisseau qui se balançait. Ils ont stabilisé l'image, puis ils ont ajouté une prise du vaisseau de Vader qui s'éloigne. Soudain, Vader était vivant. Maintenant que Vader s'est évadé et qu'il continuera vraisemblablement à semer la terreur dans Splinter of the Mind's Eye, rappelons ici qu'aucun d'eux ne sait précisément ce qu'ils sont en train de créer. Ce n'est pas comme si ce que nous faisions avait été prévu. On ne peut pas vraiment avoir d'attente pour un projet qu'on ne connaît pas. La date fatidique approche. Certains sont épuisés alors que d'autres, disons, laissent planer leurs menaces. Gary Kurtz avait une personnalité intimidante. C'était un homme sévère, solide et impressionnant. Il rôdait toujours. J'ai un souvenir précis. Je parlais de Gary, probablement pas en termes très élogieux, et quand je suis sorti, il était juste là. Oups! Mais pour Gary et George, la tâche ne se limite pas aux chasseurs à LX et au Faucon Millenium. Parce que dans la guerre des étoiles, il n'y a pas seulement des effets visuels. Demandez-vous ce que serait la guerre des étoiles si le sabre laser avait ce son. Si les droïdes parlaient comme ça. Est-ce que la guerre des étoiles serait ce qu'elle est si la musique n'avait pas cette puissance? Si c'était plutôt... Pour ce qui est des sons dans la guerre des étoiles, il y a deux personnes dont on doit parler. La première est... Ben Burtt, sans doute le meilleur concepteur de son sur la planète Terre. Il est possible de mesurer toute l'ampleur de son génie quand on entend un son mémorable comme celui-ci. Eh bien, disons que c'est nettement mieux une fois retravaillé. Mais cet expert en environnement sonore ne s'intéresse pas seulement au laser. R2-D2 ne serait pas R2-D2 sans Ben Burtt. La musicalité que Ben a créée pour R2-D2, on a l'impression qu'il dit des phrases complètes qu'on comprend. I don't think he likes you at all. No, I don't like you either. Il réplique, il pose des questions, il est grossier. Wake up! C'était magique. Et ce, grâce à une bonne dose de créativité. Tout ce qu'il a utilisé pour créer les sons, c'est incroyable. Un de mes sons préférés est celui du sabre laser. Il a créé le son du sabre laser en agitant un micro devant un haut-parleur qui bourdonnait. Il y a aussi les chasseurs taille. Ce sont des cris d'éléphants mêlés au passage de voitures sur une chaussée mouillée. Il a pris d'autres cris d'animaux. Pour Chewbacca, il a enregistré un ours et il a ajouté d'autres cris de bêtes, comme des morses. Are
you said it, Chewie. N'oublions pas la musique. George Lucas veut réutiliser des airs connus. L'idée première de Lucas était d'utiliser des arrangements de l'œuvre de Holst, Les Planètes. Le répertoire classique s'était avéré un terrain fertile pour un des films préférés de Lucas, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais une rencontre lui ouvre une autre porte. Steven Spielberg a présenté Lucas à John Williams. Ils avaient coopéré sur la folle course vers Sugarland et les Dents de la Mer. Le compositeur a déjà prouvé qu'un bon arrangement musical peut rendre des scènes dramatiques absolument mémorables. Quand Lucas a fait part de ses idées à John Williams, Williams a dit « Vous avez besoin d'une musique composée expressément pour le film ». Il a ajouté « Je vais en composer une ». Contrairement aux images, la musique sera tout sauf révolutionnaire. Lucas y tient mordicus. Lucas voulait une musique dans le style traditionnel des films de pirates. Il voulait que la guerre des étoiles évoque les vieilles séries télé. Il fallait la musique de John Williams. J'ai vu le film sans sa musique et, croyez-moi, il faut remercier John pour son travail. La musique était absolument fantastique. Le film était déjà superbe, mais la musique a contribué à en faire un film encore plus superbe. Maintenant que le montage est fini, ainsi que les effets, la conception sonore et la musique, George Lucas doit se sentir plutôt fier de lui. Lucas était très déçu des effets visuels. Il trouvait que John Dykstra l'avait laissé tomber. I'm done for. Et pour le prouver, il organise une autre projection 30 jours avant la sortie nationale de La Guerre des Étoiles. Ils ont soigneusement choisi des jeunes entre 17 et 25 ans. Ils ont d'abord montré un dessin animé de Chuck Jones, Duck Dodgers. Puis, le texte d'ouverture est apparu. Enfin, La Guerre des Étoiles voit le jour et ce texte emblématique... L'ouverture n'était pas bonne. ...n'a aucun sens. C'est la confusion dès le départ. George l'avait écrit. C'était trop vague. Ça ne menait nulle part. Mais pas de panique. La situation se renverse en très peu de temps. Oh my, I'd forgotten how much I hate space travel. Quand il s'échappe de Mos Eisley et gagne l'hyperespace, tout le public s'est levé en criant. C'était comme la fin de la 9e manche dans une série mondiale de baseball après un coup de circuit. Et quand Han Solo a fait... Là encore, le public a lancé des cris de joie. J'ai été époustouflé de voir les effets spéciaux. Ça venait de mon montage en noir et blanc. C'était vraiment emballant de voir le résultat de notre travail. On l'avait vu sur un grand écran, mais pas aussi grand que celui-là. La réunion de tous les éléments a donné un grand film. Un film extraordinaire. The Force will be with you, always. À la fin, le film a reçu une ovation debout. Pour ce qui est du responsable du studio qui a parié gros sur ce jeune cinéaste... Alan Ladd fils a compris que c'était un film à succès. Quant à son équipe... J'ai regardé Marsha et elle a fait ça. Nos yeux se sont croisés. On dirait bien que ça a marché. Ça a marché. Puis, il y a eu ce moment de rédemption touchant de la part de Brian De Palma, qui a réécrit l'ouverture pour aider son vieil ami. De Palma a contribué à écrire le texte qu'on a aujourd'hui. En mai 1977, La Guerre des Étoiles prend l'affiche. Son sort est maintenant entre les mains des cinéphiles et George Lucas disparaît. Le 25 mai 1977, La Guerre des Étoiles sort dans toutes les salles des États-Unis. C'est l'aboutissement de 4 années de dur labeur. Et George Lucas fait ce que tout scénariste, réalisateur ou producteur dans la même position que lui ferait. Il part en vacances. À la sortie d'un film, on avait pris l'habitude d'aller à Hawaï. Comme on n'aime pas se faire démolir par les critiques, on part. Mais là, les gens nous disaient « Vous ne croirez jamais ce que votre film provoque ». Ce qu'il provoque surtout, c'est de l'attente. Il y avait de longues files d'attente partout au pays. La Guerre des Étoiles est un succès. We did it! Un succès sur le point de devenir un phénomène. Sa popularité s'est prolongée tout l'été. Les cinéphiles n'en ont jamais assez.
Les gens retournaient le voir au cinéma 3 ou 4 fois. Les mêmes clients revenaient. Et là, je me suis dit, waouh. On a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, mais on a surtout créé quelque chose de vraiment spécial. Bien plus que spécial. Ce film répond à un besoin des Américains. La guerre du Vietnam était terminée depuis peu. Les gens étaient encore amers. Et voilà qu'arrivait un vent d'optimisme avec ce film d'action classique hollywoodien. Je pense que les gens avaient besoin de ce moment de réconfort. La première fois que j'ai vu la guerre des étoiles, quand le vaisseau se déplace dans l'espace, j'ai baissé la tête. Cette ambitieuse épopée intergalactique Le film a finalement coûté environ 11 millions de dollars. Prouve que Lucas est un nom lucratif. La guerre des étoiles a rapporté 700 millions de dollars, soit l'équivalent avec l'inflation d'1,6 milliard au box-office. Personne dans l'équipe ne le trouvait bon. On croyait tous que ce film ne sortirait pas dans les salles. On s'est tous trompés. Le film remporte presque tous les Oscars. Star Wars. Il repart gagnant pour les décors, les costumes, la bande originale, le montage sonore, les effets sonores et les effets visuels. Je ne m'attendais pas vraiment à gagner, alors je me suis saoulé la gueule. Joan Fontaine m'a remis un Oscar. Je me suis dit, pincez-moi, quelqu'un. Il y a aussi une statuette pour le meilleur montage. The winners are Paul Hirsch, Marcia Lucas and Richard Chew for Star Wars. Je n'y croyais pas. Ça a été une surprise. Cet Oscar est arrivé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le désirer. Thank you. C'était irréel. And together we will announce the nominees for the Best Director. Quant au mari de Marcia, Woody Allen for Annie Hall. George n'a pas remporté l'Oscar. Ça m'a rendu triste. S'il y a quelqu'un qui mérite ce prix, c'est bien George Lucas pour la guerre des étoiles. Annie Hall. la comédie de Woody Allen est aussi consacrée meilleur film. Mais George sort gagnant dans une catégorie inexistante aux Oscars. George a changé la façon de faire des films avec la guerre des étoiles. Prenez n'importe quel vieux film, même le meilleur. Les dialogues s'éternisent. Aujourd'hui, c'est rapide. George disait toujours « encore et plus vite ». Encore et plus vite. Plus vite et plus intense. Le montage est plus serré. La musique est meilleure. Les effets sonores sont géniaux. George a fondé ILM, qui était et qui est encore aujourd'hui le meilleur studio d'effets visuels au monde. Avec la guerre des étoiles, un nouvel espoir, George Lucas a révolutionné l'industrie, artistiquement et technologiquement. À l'époque, jamais je n'aurais cru que le film serait scruté à la loupe par des étudiants pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, nous pouvons saluer le formidable talent de ces artisans qui ont contribué à la réalisation de ce chef-d'œuvre. Au fond de moi, je suis très fière de mon engagement. Et quand je sens de la reconnaissance, ça me fait chaud au cœur. Mais la reconnaissance que George souhaite recevoir le plus n'est pas un Oscar. Son père ne respectait pas l'industrie du divertissement. Ce n'est pas comme un succès dans un domaine respectable. Sois ton propre patron. Ne travaille pas pour un autre. Je ne pense pas que son père avait de grandes attentes pour lui. Et pour la famille de ce héros issu d'une petite ville, Ils étaient sous le choc, épatés devant ce succès. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Ça a dû être très blessant pour lui. le pénible processus de production de la guerre des étoiles laisse des séquelles à George, ainsi qu'à son entourage. Mais George n'a pas dit son dernier mot. Pour l'équipe derrière ce film culte, tout est sur le point de changer. Mais pour certains, pas exactement comme ils s'y attendent. Après le succès du film, George a dit « Bon, je dois faire une suite ». Le projet était une suite bon marché. Il y avait un combat aérien et George a demandé de l'éliminer.